Nous allons vous parler du directeur de la photographie John Alcott. John Alcott est né en 1931 à Londres en Angleterre. Il a fréquenté dès son plus jeune âge le milieu du cinéma grâce à son père qui était producteur. Il commence dans le cinéma avec un petit rôle en tant que garçon clap, en anglais clapper boy, et atteint grâce à ça la branche de l'image, ce qui lui permettra de monter petit à petit en haut de l'échelle. Ainsi, il devient avec le temps assistant caméra. Au milieu des années 60, il travaille avec Geoffrey Unsworth, directeur de la photographie, qui travaille sur un film peu connu qui se nomme 2001 l'Odyssée de l'espace. Cependant, Geoffrey Unsworth, ayant d'autres tournages en plus de 2001, donne l'opportunité à John Alcott de prendre sa place en tant que directeur de la photographie. Ainsi, en plus de prendre plus de responsabilités sur le tournage, il fait la connaissance de Stanley Kubrick. Ils devront travailler main dans la main pour faire le film. C'est alors le début d'une longue collaboration entre John et Stanley. John Alcott devient officiellement directeur de la photographie sur Orange Mécanique, en anglais Clockwork Orange. Leur coopération donnera par la suite deux autres films mondialement connus, Barry Lyndon et Shining. Concernant le travail qu'il a effectué, son approche à la lumière était particulière. Il était capable de créer une lumière stylisée, voire orange mécanique, tout comme il était capable de créer une lumière naturelle. Il avait une grande connaissance de la lumière. En effet, il a étudié la lumière et plus précisément la façon dont celle-ci tombe et se diffuse dans une pièce. Cette étude avait un seul objectif, celui de créer un éclairage le plus naturel possible lorsqu'il tournait, et non de produire un éclairage de studio faussement représentatif de la réalité. C'est grâce à cela, en plus de son talent, que les films sur lesquels il a travaillé sont si beaux visuellement. John Alcott préférait donc un éclairage qui semble naturel, cela était de même pour Kubrick. C'est pour cela que leur collaboration a si bien fonctionné. Ils avaient la même vision. Ainsi, dans Barry Lyndon, Kubrick recherche une lumière naturelle. Il veut que l'on ait l'impression de se sentir sur place et non que l'on assiste à une scène reconstituée. Je cite, « comme si l'on retournait dans le temps et que l'on regardait et non que l'on filmait ». Il veut donc, comme dit précédemment, filmer en lumière naturelle et exige l'unique présence de bougies sur les scènes d'intérieur, comme ce fut à l'époque. Pour répondre à cette attente, John Alcott a étudié la lumière sur les tableaux d'intérieur du XVIIIe siècle, la même époque que la diégèse du film, dans les moindres détails. Grâce à cela, il a été capable de reproduire à l'identique la lumière de ces tableaux, et seulement grâce à l'aide de lumière naturelle, lune, soleil, bougies en intérieur, comme le souhaitait Kubrick. Ainsi, dans les scènes d'intérieur de Barry Lyndon, notamment celle du jeu, John Alcott fait preuve d'ingéniosité de par l'utilisation d'un lustre de 70 bougies hors champ, associé à des réflecteurs en métal au-dessus de ces derniers, pour donner une lumière du jour réfléchie, mais aussi pour servir de bouclier contre la fumée et la chaleur des bougies qui auraient pu endommager les lieux d'exception utilisés pour filmer. Il utilise aussi des chandeliers de 4 à 5 bougies en plus pour éclairer, mais eux, visibles à l'écran. Seulement, pour filmer avec aussi peu de lumière, une optique avec une ouverture même optimale n'aurait pas été suffisante. John Alcott et Stanley Kubrick ont donc utilisé des optiques fabriquées par la NASA ayant servi à filmer l'alunissage, avec une ouverture optimale à f0,7. Barry Lyndon est considéré comme l'un des plus beaux films réalisés visuellement. Si on compare ce film avec d'autres films où John a travaillé, Orange Mécanique par exemple, on observe une esthétique complètement opposée à Barry Lyndon. On peut y voir un mélange de lumière incandescente orange opposé au bleu dur, puis une lumière de plus en plus naturelle au fil du film. Il prouve ainsi qu'il est capable de manier la lumière à sa guise, et il montre la maîtrise totale de son talent. Son talent n'est pas seulement visible dans les films de Stanley Kubrick. On peut aussi
l'observer dans des films comme Under Fire de Roger Spottiswoode, Dar l'Invincible de Don Coscarelli ou encore Le Policeman réalisé par Daniel Petrie. En termes d'avancée et d'innovation, c'est donc en utilisant des objectifs de la NASA, en faisant des assemblages de centaines de bougies, qu'il a su se différencier des autres directeurs de la photographie. Après tout ce qu'on a cité précédemment, vous comprendrez qu'il ait obtenu 2 nominations, ainsi qu'un Oscar et un Academy Awards pour son travail. Pour la fin de sa carrière, les autres films où il a travaillé n'ont jamais été à la hauteur des ambitions techniques et artistiques de son précédent travail avec Kubrick. Il partira finir sa carrière aux États-Unis, où il réalisera des spots commerciaux pour la télévision. Il meurt en 1986 d'une crise cardiaque. Au moment de sa mort, il était considéré comme l'un des plus grands artistes et techniciens de l'industrie cinématographique. Il allait toujours plus loin et cherchait à repousser ses limites. Il a aussi fait partie du BSC, British Society of Cinematographers, qui recensait à l'époque 55 membres. Être membre de cette société est une affirmation de l'appartenance du haut niveau de son métier. Ses membres ont le droit d'utiliser le sigle BSC comme postes nominaux dans les crédits cinématographiques.